Bonsoir et bienvenue dans ce 23h à la une de l'actualité. Le président de la République a procédé à de nouvelles nominations ce vendredi. 3 personnalités se trouvent désormais à la tête de 3 institutions. Dans ce journal, vous entendrez le communiqué relatif à ces nominations. Nous sommes à une semaine des 8e Jeux de la francophonie. Le vice-président de la République appelle à une mobilisation générale. Il a effectué aujourd'hui une visite des sites devant abriter l'événement. À Djamé, boulevard Nangu à Bourgois, le marché demeure près des établissements scolaires et sanitaires. Une cohabitation difficile qui perturbe la quiétude des élèves, fonctionnaires et riverains. Pourquoi des magasins à côté de ces centres? Nous aurons des réponses dans cette édition. L'ancien président de la Banque africaine de développement, Babacar Ndiaye, n'est plus. Il est décédé jeudi dernier à Dakar à l'âge de 82 ans. Nous reviendrons sur un entretien qu'il a accordé à la RTI lors des assemblées annuelles de la BAD en 2015. Merci d'être avec nous pour ce tour de l'actualité. Rendons-nous au palais présidentiel. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, venu lui présenter son nouveau président, la personne de Monseigneur Bessi Dogbo. Le président de la République a aussi accordé une audience au président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Mahama Traoré, Abiba Dambélé Saoui. C'est l'archevêque d'Abidjan, le cardinal Jean-Pierre Coutois, qui a conduit la délégation d'évêques au palais présidentiel. Délégation venue présenter au chef de l'État le nouveau président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, en la personne de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo, évêque de Katiola. Élu à cette fonction le 20 mai dernier, Monseigneur Ignace Bessi Dogbo entend mettre la religion catholique au service de la République durant ses 3 années de mandat. J'ai été porté à la tête de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire pour me mettre au service de cette conférence, au service de l'Église et donc au service aussi de la société. Il était important que nous venions voir le président de la République pour que je sois présenté à lui et que nous ayons un premier contact. Et je crois que nous avons été très heureux d'avoir eu ce contact et nous sommes unis pour avancer ensemble dans la recherche du bien-être, du bien commun de notre pays. La Côte d'Ivoire choisie pour abriter le 7e forum sur la révolution verte en Afrique. L'information a été portée au chef de l'État par le président du conseil d'administration de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. C'est vraiment l'événement le plus important en matière de développement de l'agriculture en Afrique et nous sommes vraiment très contents que son Excellence le chef de l'État a accepté d'abriter cette conférence ici à Abidjan. Ce sera une opportunité pour notre pays d'attirer des investissements privés dans le secteur agricole sur l'ensemble de la chaîne des valeurs. Ce forum, le premier du genre dans un pays francophone, se tiendra à Abidjan du 4 au 8 septembre prochain. Il aura pour thème « Accélérer le cheminement de l'Afrique vers la prospérité, croissance des économies inclusives et des emplois grâce à l'agriculture africaine ». On s'intéresse à présent à de nouvelles nominations. Le président de la République a signé aujourd'hui plusieurs décrets. Je vous propose d'écouter le communiqué relatif à ces nominations. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce vendredi 14 juillet 2017 à la signature de plusieurs décrets de nomination. Au titre de la présidence de la République, M. Théophile Awa Ndoli est nommé inspecteur général d'État avec rang de président d'institution de la République. Au titre du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Koné est nommé président du Conseil constitutionnel. Au titre de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, M. Ngolo Fatogoma Coulibaly est nommé président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, avec rang de président d'institution de la République. Fait à Abidjan le vendredi 14 juillet 2017.
3 personnalités viennent donc d'être nommées respectivement à la tête de l'Inspectorat général d'État, du Conseil constitutionnel et de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Ces personnalités ont occupé auparavant de hautes fonctions au sein de l'administration ivoirienne. Qui sont-elles? Abou Sanogo dresse leur portrait dans ce reportage que je vous invite à suivre. Théophile Awa-Ndoli est depuis ce vendredi 14 juillet le nouvel inspecteur général d'État. Avant cette nomination, il occupait la fonction de directeur de cabinet du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan. Docteur d'État en sciences économiques et diplômé de l'Institut du Fonds monétaire international, Théophile Awa-Ndoli a exercé dans le domaine de la banque, notamment à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, dans les institutions internationales et au sein de l'administration ivoirienne, où il a occupé à plusieurs reprises les fonctions de directeur de cabinet. Ainsi, il a été directeur de cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et du Plan de 1990 à 1993, directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre de 1993 à 1995, directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères d'août 2011 à novembre 2012, directeur de cabinet du Premier ministre avec rang de ministre de novembre 2012 à janvier 2017. Théophile Awa-Ndoli a été également ministre du Plan, de l'Industrie et du Tourisme de janvier 1996 à décembre 1999. Mamadou Koné a quant à lui été confirmé dans la fonction de président du Conseil constitutionnel pour un mandat de 6 ans. Il a exercé cette même fonction de février 2015 jusqu'à ce vendredi 14 juillet, période au cours de laquelle il a achevé le mandat du professeur Francis Vangavoudier, ancien président du Conseil constitutionnel de juillet 2011 à février 2015. Magistrat hors hiérarchie et diplômé de l'École nationale de la magistrature de Paris avec la mention exceptionnelle major de promotion. Le président Mamadou Koné a occupé de hautes fonctions au sein de l'administration ivoirienne. Il a été notamment de 1991 à 1992 procureur de la République adjoint près le tribunal de première instance d'Abidjan. De 1992 à 1996, avocat général près la cour d'appel d'Abidjan, chargé de la chambre d'accusation. Le 25 octobre 1996, procureur général de l'administration centrale du ministère de la Justice et des Libertés publiques. De 1996 à 1999, directeur du cabinet du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés publiques dans plusieurs gouvernements. Avocat général près la Cour suprême. De 2004 à 2005, président de la Commission nationale de supervision de l'identification, CNC, et garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme dans plusieurs gouvernements. Enfin, le président Mamadou Koné a été président de la Cour suprême de mai 2011 à février 2015. Dernière personnalité à avoir été nommée ce vendredi, Ngolo Coulibaly, nouveau président de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Avant cette nomination, il occupait la fonction de médiateur de la République, fonction qu'il a exercée de juillet 2011 à ce vendredi 14 juillet. Administrateur des services financiers et titulaire d'un MBA, Ngolo Coulibaly a occupé des fonctions électives et de hautes fonctions dans l'administration ivoirienne. Il a été notamment de 1972 à 1986 directeur de la dette publique à la Caisse autonome d'amortissement. De 1991 à 1994, président directeur général de la Caisse autonome d'amortissement. De 1994 à 1995, président du conseil d'administration de la Compagnie nationale Air Ivoire. De 1995 à 1999, député à l'Assemblée nationale. De 1999 à 2000, ministre de l'économie et des finances. De 2001 à 2002, maire de la commune de Mbengue. De 2002 à 2011, président du Conseil général de Korogo. Et de septembre 2013 à janvier 2016, président de l'Association des médiateurs de la zone UEMOA, AMP UEMOA. À moins d'une semaine du démarrage des 8e Jeux de la francophonie, le vice-président ivoirien lance un appel à la mobilisation. Daniel Kablan-Duncan effectuait une visite au stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau et au village des Jeux à Makori, une visite pour s'assurer que les travaux sont achevés. Issa Tchonanyeo. Plus qu'une semaine pour le démarrage des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan. Le vice-président de la République a voulu se rassurer que la Côte d'Ivoire est prête pour abriter ce grand rendez-vous sportif et culturel. 2 sites passés au peigne fin pour la circonstance. Le stade Félix Houphouët-Boigny au Plateau et le village des Jeux à l'Institut national de la jeunesse et des sports.
INJS à Marcory. Actuellement, il reste 3 bâtiments, mais en réalité, tout ce qu'on nous a indiqué, on a besoin de 31 bâtiments sur les 33. Donc ils sont prêts pour les Jeux. Les 2 sont des réserves au cas où. Je dois dire qu'on est impressionné par la capacité de travail effectuée par le ministre Bambé et toute son équipe et les ministres du gouvernement qui ont travaillé avec lui. Les résultats sont à la hauteur des espérances. À Nice, en France, 53 pays ont répondu présents lors des 7e Jeux de la francophonie. À Abidjan, plus de 80 pays sont annoncés. Occasion pour le vice-président d'appeler à la mobilisation générale. Le ministre Bambé a fait plusieurs rencontres avec tout le monde, en ce qui concerne déjà, que ce soit donc les maires, que ce soit donc les religieux, en fait tout le monde. Et vous avez vu donc les prières qui se font. Et je crois que c'est une excellente chose. Et je suis certain qu'à tous les niveaux des compétitions, nous allons avoir disons que beaucoup de participants. Le ministre Bambé me disait d'ailleurs, vous allez voir qu'on pourra plutôt avoir des problèmes d'excédent. Parce que de jeunes qui vont participer plutôt qu'un problème donc de remplissage. Il faudrait qu'au niveau de la presse, effectivement, vous relayiez ces éléments-là, de manière à ce que la mobilisation soit totale pour un succès vraiment qu'il faut pour la Côte d'Ivoire, qui a quand même investi de manière importante dans ce jeu de la francophonie. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent. Daniel Cablan-Duncan rassure que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité de tous les participants. Nous changeons de registre. Le Conseil national de lutte contre la vie chère a été activé ce vendredi à la primature. Placé sous l'autorité du Premier ministre, il a notamment pour mission de coordonner et assurer la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la cherté de la vie. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Pourquoi un Conseil national de la lutte contre la vie chère? Parce qu'en dépit de plusieurs actions du gouvernement, le coût de la vie reste une préoccupation dans le pays. À l'abattoir de Port-Boué, il arrive souvent entre le chevillard et le boucher qui prend en gros, et le prix descend jusqu'à 1300 francs, mais le consommateur ne ressent pas. Le prix de la viande est toujours cher sur le marché. Et je vous donne un autre exemple. Le charbon Bord-Champ à Abidjan, avant tu payais 300 000 francs faux frais, aujourd'hui tu payes 10 000 francs. Mais le charbon, il est toujours cher. Le Conseil national de lutte contre la vie chère, dont le décret a été signé le 21 juin dernier, aura pour mission de veiller au respect des prix fixés pour les produits de grande consommation, d'assurer la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la vie chère, mais aussi d'assurer le suivi du respect des accords signés entre le gouvernement et les opérateurs économiques. Vous avez pu noter la prise d'un décret portant plafonnement des prix de certains produits de première nécessité, tels que le riz, l'huile, le sucre, la tomate et également le ciment. Tout ceci pour stabiliser les prix de ces produits durant ces 6 prochains mois. Et nos agents qui sont présents dans toutes les 31 régions de la Côte d'Ivoire veilleront, aux côtés bien sûr des fédérations, des associations de consommateurs, pour l'application effective de ces mesures. Piloté par le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, le Conseil devrait par ailleurs vulgariser les décisions, mesures et actions du gouvernement visant à réduire le coût de la vie. Le ressenti des populations reste concentré sur la cherté du coût de la vie. Devant cette situation, il était impérieux que soient prises de façon résolue et déterminée des mesures appropriées pour traiter ces préoccupations légitimes. C'est dans ce sens que le gouvernement a pris des mesures fortes à court et moyen terme, touchant notamment aux postes de l'alimentation, du logement et du transport. En outre, il a été institué par décret le Conseil national de la lutte contre la vie chère, chargé de coordonner et d'assurer le suivi de la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la cherté de la vie initiées par le gouvernement. Notre objectif sera en tout temps de rechercher la satisfaction de nos concitoyens. Le Conseil national de lutte contre la vie chère est composé de 3 organes que sont le Conseil de concertation, le Comité technique et le Secrétariat exécutif. Pour une plus grande efficacité, il a été enjoint de produire chaque trimestre un rapport au gouvernement sur les questions relatives à la vie chère. Dans le domaine de la communication, Abidjan a abrité hier la 5e édition des ASCOM, plateforme des professionnels de la communication et de la publicité. Parrain de la cérémonie, le ministre Bruno Nabagné-Koné. Les acteurs se sont retrouvés autour du thème « Conquérir l'Afrique, voire plus grand pour gagner ». Serge Colléa.
Plateforme d'analyse, de débat et de propositions pour enrichir les connaissances des professionnels de la communication, ASCOM 2017 a réuni communicants des secteurs publics et privés, médias, chefs d'entreprise et étudiants. Pour le promoteur Michel Russell-Lauré, il s'agit d'amener les acteurs du secteur à aller de l'avant à travers l'innovation et l'initiative. Être ingénieux pour faire de la communication un puissant moteur de l'émergence. Les écoles de communication poussent ici à foison. Les entreprises aujourd'hui développent leur structure de communication. Donc c'est un pourvoyeur d'emploi. En faisant les ASCOM, en mettant plus haut cette initiative, nous contribuons un peu à offrir à ces jeunes-là des opportunités dans le secteur qui est le nôtre, la communication, le marketing et l'événementiel. Conquérir l'Afrique, voire plus grand, c'est le thème des ASCOM 2017. Cet événement qui vise la promotion des métiers de la communication, la constitution de communautés de professionnels et favorise la coopération entre les acteurs de notre secteur est à saluer. Il est totalement en phase avec la Côte d'Ivoire, voulue par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Une Côte d'Ivoire excellente, une Côte d'Ivoire rayonnante, une Côte d'Ivoire qui voit grand et une Côte d'Ivoire qui affiche ses ambitions. Comme à chaque édition, une vingtaine de personnalités ont été distinguées du prix ASCOM pour le professionnalisme avéré dans le domaine de la communication et de la publicité en Côte d'Ivoire. Comme annoncé dans les titres, direction Adjamé, précisément le boulevard Nangui à Brogoua. Là-bas, les marchés, écoles et l'hôpital cohabitent difficilement. Les marchands ambulants et vendeurs perturbent la quiétude des élèves, fonctionnaires et de certains riverains. L'accès aux établissements sanitaires n'est pas non plus aisé. Pourquoi une telle situation? Davis Oyo et Franck Quadio tentent de donner des réponses dans ce dossier. Dans cette cohue entretenue par marchands ambulants et autres commerçants, difficile, même en plein boulevard, de se frayer un chemin dans la commune d'Adjamé. Chaussées envahies, trottoirs assaillis, les alentours des établissements sanitaires et scolaires ne sont pas épargnés. Exemple frappant, l'accès à l'hôpital général d'Adjamé obstrué par magasins et commerces anarchiques. C'est le problème d'accès. Bon, il y a des vendeurs ambulants, il y a aussi des commerçants qui sont là, et puis aussi les malades qui sont entourés de bruit, il y a des bruits un peu partout. L'accessibilité est très difficile, surtout nous sommes obligés de prendre l'axe Sotra, parce qu'avec les Wara qui circulent, les Baka, c'est très difficile même. Souvent il y a des conteneurs même qui sont stationnés juste devant l'hôpital, on est carrément bloqué. On a des malades dedans, on veut sortir, on ne peut pas. On est obligé d'attendre 30 à 15 minutes, 20 minutes avant qu'on ne puisse dégager les accès. Non loin de l'hôpital général, le centre antituberculeux. Même constat, difficulté d'accès. À un jet de pierre, les lycées Nangui à Brogoua et Ariste d'Adjamé. Les différentes entrées pratiquement confondues aux étals de marchandises, une situation qui dure depuis plusieurs années. Élèves et enseignants exposés à divers tracas, et il y règne une atmosphère d'insécurité. Lorsque tu dis à quelqu'un que tu es au lycée moderne Nangui à Brogoua, il dit « Ah, tu es dans le marché là ». Et déjà, c'est mal vu. Et encore ensuite, devant le lycée, on fait palabre et les commerçants pour passer. En classe, souvent lorsqu'on fait les cours, il y a des commerçants qui mettent de la musique très très forte. Le prof, il est là, il sait expliquer ce qu'il faut faire. Et puis on est là et puis on chante. Parce que nous sommes distraits par la musique. Quand on est en classe, on compose. Quand ils crient au dehors pour vendre, ça nous déconcentre un peu. Ils disent quoi comme ça? Ils disent tomates 200, oignons 100 francs. Il y a les escargots, ils crient, venez acheter, ça nous déconcentre un peu. Nous rencontrons d'énormes difficultés pour avoir donc accès d'abord à notre établissement. Donc cela entraîne donc un problème d'insécurité totale. D'insécurité parce qu'il y a des gens qui profitent dans ces situations confuses pour venir même agresser nos élèves. Des commerçants néanmoins conscients des désagréments causés par leur présence. Avant, là, le portail de l'école n'était pas ici. C'était l'autre côté. C'est pour ça là, c'est devenu un marché. Et quand ils ont remplacé maintenant, pour faire ça en face de nous, nous là, on ne peut plus quitter ici pour aller ailleurs parce qu'on n'a pas d'autre coin pour aller ouvrir. On ne peut pas aller voler aussi.
S'il y a un coin pour s'installer seulement, on peut aller. Mais s'il n'y a pas un coin pour s'installer là, on va aller où? Ils ne sont pas venus s'installer par hasard. Sans l'autorisation de la mairie, ils ne peuvent pas venir comme ça s'installer. Donc je n'en veux pas aux commerçants. Une question à résoudre donc. Nous nous rendons à la mairie de la commune. À la direction technique, la situation trouve son explication. La construction même du lycée à Brogois ainsi que de l'hôpital général ont été bâtis sous forme de bail amphithéophile. C'est des constructions qui ont été suscitées avec des bailleurs de fonds qui ont investi face à la demande de la mairie qui, ne serait-ce que pour le lycée à Brogois, voudrait accroître la capacité d'accueil, mais qui en retour devraient pouvoir amortir leurs frais par des structures de magasins qui sont construites tout autour. N'empêche, il faudra bien agir pour faciliter l'accès aux établissements publics. Mais sur le sujet, difficile d'avoir une solution miracle. C'est un problème réel qui nous interpelle. Nous en sommes conscients. Nous sommes en train de chercher les voies et moyens pour essayer de mettre fin à cela. Et c'est un problème épineux en même temps. C'est l'occasion pour nous de crier presque notre impuissance. Nous étions donc dans l'obligation de adresser un courrier au ministère de l'Intérieur pour avoir un appui sécuritaire beaucoup plus consistant afin de pouvoir mener l'opération. Parce que même les forces de l'ordre d'Agamé seules ne nous ont pas permis de faire le dégagement. Mais la solution, la vraie solution, est la sensibilisation. Que l'Ivoirien en prenne conscience. La sensibilisation reste alors la seule arme selon les autorités municipales. Celles-ci entendent accentuer les campagnes locales sur le changement des mentalités. La santé et l'éducation devant être au premier chef une priorité pour tous, mais en attendant, les commerçants règnent en maître sur les abords et alentours des établissements sanitaires et scolaires de la commune d'Adjamé. Autre chose, la douane ivoirienne a saisi 50 véhicules de grosses cylindrées mis en circulation de façon irrégulière dans le district d'Abidjan. Une action menée dans le cadre d'une expédition dénommée Sipilou. Les voitures sont à l'école des douanes dans l'attente de la fin des procédures enclenchées. Lancine Bakayuku. Pour la quasi-totalité des 50 véhicules saisis, ils ont franchi le cordon douanier ivoirien sans accomplir les formalités d'usage. Ce sont des véhicules de luxe en provenance de pays de la sous-région, en l'occurrence la Guinée, le Ghana et le Togo. C'est les véhicules qui sont en vogue, les véhicules de mode, les véhicules du moment, et c'est vraiment un trafic qui se développe. Les auteurs de ces importations frauduleuses empruntent les routes et utilisent diverses stratégies pour tromper la vigilance des services douaniers. En effet, ils confectionnent de fausses plaques d'immatriculation et des autocollants fabriqués pour masquer les numéros originaux. Face aux dégâts causés par les fraudes sur les recettes et aux exigences sécuritaires pour la Côte d'Ivoire, l'administration des douanes appelle les opérateurs au respect de la réglementation. Et lorsque le véhicule présente une panne, nécessairement vous allez échouer à la visite. Donc ce sont des arguments que certains utilisent et malheureusement c'est pour se détourner la procédure. Et là nous ne pouvons pas l'accepter et nous décidons vraiment de leur dire stop, ça suffit. Les opérations de contrôle ont été menées les 7 et 8 juillet dernier, aussi bien dans les parcs automobiles que lors des contrôles de routine pendant la circulation. L'ancien président de la Banque africaine de développement, Babacar Ndiaye, est décédé le jeudi dernier à l'âge de 82 ans à Dakar. Du 22 au 26 mai dernier, lors des 52e Assemblées générales de la BAD, il a accordé un entretien à notre équipe de reportage. Babacar Ndiaye est revenu sur son parcours avant de jeter un regard sur l'institution financière africaine, plus de 50 ans après sa création. Noé Nyagnou. La Banque africaine de développement, date de création, juillet 1963. Parmi les premiers fonctionnaires, Babacar Ndiaye. J'ai été recruté au mois de juillet 1965. La banque physiquement venait d'être installée ici 2 mois plus tôt, au mois d'avril 1965. Nous n'étions pas plus de 10 fonctionnaires. On n'avait pas de locaux. C'est le président Philippe Yassé, bien sûr, le président Ofolbonyi, qui nous avait donné des bureaux dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Il a fait ses classes dans cette institution panafricaine. En 1980, il est proposé comme candidat de son pays, le Sénégal, puis de l'Afrique francophone. Retour sur les coulisses de cette désignation.
Une chose importante, il y avait 3 candidats potentiels francophones. Le président Houphouët, au mois d'avril 1985, a réuni les 3 candidats francophones, je ne dirais pas leur nom, les 3 candidats francophones avec leur ministre des Finances, parce que le groupe francophone avait confié la lourde charge au président de dire il faut qu'il parle avec le candidat et qu'on choisisse un pour être le candidat francophone. Le président Houphouët, nous ayons écouté près de 3 heures et le candidat et leur patron. Il en est arrivé à cette conclusion, me dit mais jeune homme, Babacar, toi qui es à la banque, les francophones représentent quel est le pourcentage de droits de vote des francophones à la Banque africaine de développement? À l'époque, je lui dirais, oui, monsieur le président, tous les pays francophones compris, ça fait à peu près 17%. Et avec la France, on fait tout juste 20%. Alors, dans toute sa sagesse, il dira, donc, pour gagner les élections par un francophone, il ne peut gagner qu'avec les soldats des autres. 10 ans durant, Babacar Ndiaye a su imprimer à la banque sa vision afin de la rendre crédible et lui donner les moyens de son rayonnement au service du financement du développement du continent. Parti de la direction après 10 années de service, il était de toutes les assemblées pour participer aux débats actuels et à venir. Une façon d'être de tous les temps avec toujours un regard avant-gardiste. La génération numérique, cette génération-là, n'a aucun souvenir et il ne faut pas les intoxiquer avec l'histoire de la colonisation. Il ne faut pas les intoxiquer avec ces choses négatives que nos parents ou nos grands-parents ont souffert. Ils ont l'esprit ouvert au monde, ils ont une nouvelle manière de voir les choses et ceux-là peuvent changer, c'est les transformateurs de notre continent. Babacar Ndiaye est décédé ce jeudi à Dakar à 80 ans. Il aura vécu pour l'Afrique. Dans l'actualité à l'étranger, la France a commémoré ce 14 juillet son indépendance. Le président Emmanuel Macron a ouvert le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées. C'était en présence du président américain Donald Trump et son épouse, invitée d'honneur à ce défilé. Herman Guivi. Un 14 juillet aux couleurs américaines, le président américain Donald Trump, accompagné de son épouse Melania, arrive sur les Champs-Élysées. Les minutes qui suivent, le voici rejoint par Emmanuel Macron, qui vient juste d'exécuter sa première parade militaire en tant que chef d'État. Un 14 juillet s'ouvre ensuite le défilé militaire. Les soldats américains donnent le ton, un siècle après leur entrée en guerre dans le conflit 14-18. Une entrée saluée par les 2 chefs d'État, chacun à sa manière. Un 14 juillet qui, comme chaque année, draine des milliers de Français et touristes, tous heureux d'être les témoins de l'expression de la puissance militaire française. C'est très important de voir l'ensemble des troupes qui nous défendent et c'est quelque chose qui me plaît, donc envie de partager ça en couple et puis avec le reste de la population. Moi le défilé je le suis quand même chaque année à la télé. Je pense que c'est un rendez-vous important. Je viens de Toulouse, j'ai mon frère qui habite Paris, donc cette année c'était l'occasion de venir y assister. Vive la France! Vive la France! Une fois les festivités achevées, le président américain Donald Trump reparti. Emmanuel Macron se rend à Nice pour y retrouver les familles endeuillées par l'attentat de l'an dernier, ainsi que les personnels de sécurité et de secours. Des dizaines de bougies ont été allumées en souvenir des victimes de l'attentat au camion bélier qui avait eu lieu sur la célèbre promenade des Anglais, à Nice, le 14 juillet dernier. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne suite de programmes sur nos antennes. Je vous retrouve demain à la même heure.